Oui, Juliana. Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous pour cette nouvelle séance de l'UP MC 93 en ligne du 2 février 2022. Hein. C'est combien? C'est le deuxième séminaire que l'on fait cette année avec Florent Basquet. Il y en aura encore un au mois de mai. Donc, on se retrouve ce soir selon le principe habituel. Hein. On essaie avec Florent, et ce soir c'est Florent en premier, de développer un peu autour d'un thème que l'on a choisi ensemble. Et puis la discussion s'ouvre entre nous tous, hein, absolument libre et inspiré, comme d'habitude. Et ensuite, tout ça, donc, c'est enregistré et placé sur la chaîne YouTube de l'UP. Voilà, alors le thème choisi ce soir, c'est celui de la liberté ou des libertés académiques. On va voir hein, comment on peut démêler tout ça. Et on parle pas mal en ce moment hein, de ces affaires de libertés académiques, en particulier autour des décisions de certaines enquêtes données au CNRS par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, mais aussi avec différentes informations qui montrent que finalement la liberté académique, au moins à l'université, hein, eh bien, pose question à pas mal de gens actuellement, quoi. Donc, on s'est réparti les choses ainsi, hein, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure. Florent, tu nous dis ce que tu as à dire là-dessus. Moi, j'essaierai de réagir ensuite, hein, un petit peu comme, voilà, d'essayer de rattraper la balle quoi, au ras du filet. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la liberté académique à l'université. Je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être comme ça, j'aurai des choses qui me viendront à l'esprit. Parce qu'après tout, bon, on est plusieurs là à avoir fréquenté l'université de près, hein, et même si on n'y a pas été forcément enseignant-chercheur, on a au moins été étudiant, et on peut s'être interrogé là-dessus à plusieurs reprises. Voilà, donc, écoute, Florent, c'est à toi. Très bien, merci, merci Christian pour ton introduction. Alors, je ne suis pas spécialiste non plus hein, de ce sujet, mais ce que je trouve vraiment intéressant dans notre séminaire sur l'éducation et les philosophies de l'éducation, c'est justement de nous permettre de nous emparer de sujets qui nous intéressent, même si nous n'avons pas une caution issue de toute une carrière spécialement pointée très précisément sur les sujets, et que ça nous donne une certaine liberté et en même temps une certaine responsabilité, c'est-à-dire qu'on on essaie bien que n'étant pas spécialiste, de préparer évidemment notre sujet, comme quand un prof prépare son cours, il n'est pas forcément le spécialiste de la question, mais en même temps, de par sa formation intellectuelle, de par ses habitudes académiques, de par son environnement, il est quand même à même, on l'espère en tout cas, d'arriver à proposer j'allais dire un mot horrible, un produit de consommation, qu'est-ce que je ne sais même pas pourquoi ça sort par ma bouche. En tout cas, un moment de partage ou de transmission ou de réflexion collective sur certains sujets. Alors, comment j'ai approché justement la question des libertés et dans notre cas, les libertés académiques ou la liberté académique, effectivement, Christian, tu as dit qu'on pourrait dire l'un ou l'autre. Et effectivement, parmi les nombreux textes que j'ai pu lire, les deux expressions figurent et ça va dépendre du point de vue d'arrivée. Si on veut les lister, on parlera des libertés. Mais par contre, quand on en parle en tant qu'un ensemble, on peut dire avec un grand L et un grand A la liberté académique. Alors, ça va être assez formel, mon intervention, parce que justement, je vais introduire et lister, et j'espère que ce ne sera pas trop rébarbatif, et on aura de toute façon l'échange ensuite pour atténuer tout ça. Ce que je vais dire, c'est issu essentiellement de mon habilitation à diriger des recherches. J'ai souhaité, comme mon sujet était un peu délicat, j'ai souhaité justifier dans une longue introduction
que mon sujet sur la spiritualité en éducation avait toute légitimité, au moins dans l'enseignement supérieur, parce qu'il répondait aux attendus de ces libertés. Comme dit Philippe Mérieux, pas de liberté sans responsabilité, c'est-à-dire qu'on est libre, mais en même temps, on ne fait pas n'importe quoi. Et il y a certaines limites, comme notamment les us et coutumes, le respect d'autrui, etc. Donc finalement, des principes assez partagés. Alors j'attaque après ces préambules, comme ça on pourra ensuite en discuter. En guise d'introduction, je voudrais d'abord parler de la liberté pédagogique. Elle est probablement, dans la pratique, elle est plus répandue que les libertés académiques, puisqu'elle s'adresse essentiellement aux enseignants, aux collègues des premiers et du second degré, qui sont numériquement beaucoup plus nombreux que les collègues du supérieur qui, eux, relèvent de la liberté académique. Et cette liberté pédagogique, on en trouve une définition dans le Code de l'éducation, c'est l'article 912-1-1, qui est libellé de cette façon. La liberté pédagogique de l'enseignement s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'Éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. Le conseil pédagogique prévu à l'article L 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. Alors, c'est quand même assez étonnant, parce qu'on a vu que c'est une liberté relativement conditionnelle. Elle doit respecter les programmes, elle doit respecter les instructions du ministre qui sortent généralement pendant l'été avant chaque rentrée. Elle doit correspondre au projet d'école qui est au minimum de 1 an et selon les établissements qui peut s'étaler sur plusieurs années, qui est souvent axé, en tout cas dans les zones prioritaires, sur la lecture ou les mathématiques. Donc, ça veut dire que le champ est quand même assez orienté, voire restreint. Ce doit être donc le projet d'école ou d'établissement et sous le contrôle des membres des corps d'inspection, donc les inspecteurs d'académie. Qu'est-ce qui nous reste en tant qu'enseignant du primaire ou du secondaire lorsque le territoire est aussi restreint ou bordé? Il reste quand même beaucoup de choses, heureusement. Et ce qui est important, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, vous faites ce que vous voulez, mais vous restez dans les cadres. Donc, ça veut dire qu'il faut bien connaître les cadres. Et là, les cadres, on en a quand même beaucoup. Alors, il faudrait que j'aille voir un jour le détail du conseil pédagogique qui ne peut porter atteinte à cette liberté. Si ça a été précisé, c'est que historiquement, il y a forcément des cas d'espèce qui ont amené à la nécessité de libeller cette phrase supplémentaire. Je vais passer maintenant dans le supérieur. Alors, la question des libertés académiques, cette fois, c'est un phénomène international. Je ne sais pas comment ça se passe, les libertés pédagogiques dans les autres pays, mais pour m'être penché sur la question du supérieur, et régulièrement, il y a des conférences, alors pas de consensus, mais en tout cas des échanges qui ont lieu entre les professionnels du supérieur. Et là, j'en ai retenu une qui a eu lieu en 92 en Roumanie. C'était la conférence internationale sur la liberté académique et l'autonomie universitaire. Et ils ont adopté, les collègues qui ont participé, une déclaration de Sinaia. Donc, ce doit être très probablement la ville où a eu lieu cette conférence internationale en Roumanie. Et alors, je ne dirais pas qu'elle a servi de modèle pour la France, en tout cas, aux libertés académiques, parce que les nôtres existaient déjà. Si je ne me trompe pas, je pensais avoir noté la date, mais je ne l'ai pas dans mes notes. Alors, je poursuis sur notre territoire national. On a 3 libertés académiques qui figurent, d'après mes notes, dans le Code de l'éducation. Donc, ça veut dire qu'il est interdegré et même pour le supérieur. Et voilà tel que c'est écrit. Alors ça, c'est moi qui l'ai présenté, pardon. Les 3 articles qui suivent traitent des libertés académiques, telles que la liberté de recherche, la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Voilà, là, on a vraiment le cœur de ces 3 libertés mises au pluriel. Donc, je les répète, recherche, opinion
et expression. Et c'est vrai que par rapport au temps qui court, au moins les deux dernières, opinion et expression, nous intéressent particulièrement. C'est pour ça qu'avec Christian, on avait choisi pour cette séance d'approfondir cette question. Et je disais, c'est grâce à elle et pour elle que nous avons, parce que c'est le nous de majesté, nous avons choisi d'exercer ce métier et non celui d'ingénieur projet à l'issue de notre thèse en CIFRE. Donc là, je partage un élément très personnel. C'est vrai que pourquoi je suis rentré dans l'enseignement supérieur en étant mal payé et en travaillant beaucoup, plutôt que de devenir ingénieur projet chez Bouygues, eh bien, c'est que chez Bouygues, où j'étais resté 3 ans, j'avais bien vu que le monde de l'entreprise était quand même extrêmement, surtout dans ces grandes entreprises, vraiment avec des techniques de management, de prévision, de process, etc. Et moi qui ai l'esprit un peu poète, comme me l'avait dit une enseignante du primaire, j'avais soif de liberté. Et c'est vrai que ma thèse à Jussieu, j'étais emballé de voir les enseignants, non pas faisant ce qu'ils voulaient, mais avoir une grande marge de manœuvre, surtout que je travaillais à 50% dans cette entreprise à ce moment-là, et je voyais le contraste. Et donc, liberté de recherche, à l'époque, c'est surtout ça qui m'avait intéressé. Je poursuis. Nous avons exercé cette profession enseignant-chercheur de manière exigeante, loin des modes, loin du mainstream, avec des incompréhensions et des craintes institutionnelles qui nous sont venues régulièrement. Nous avons pourtant mené nos travaux dans le sens de ce que nous est apparu être celui du bien commun. Ça, je crois que c'est une notion aussi très intéressante qu'on pourrait mettre en rapport avec le système universitaire, au moins en France. On en dira peut-être un petit mot plus tard avec ce qui nous est annoncé de sa privatisation. Et nous avons confronté nos recherches en permanence à la vie de nos pairs et au retour dans nos réseaux afin de nous assurer de rester toujours dans les règles de l'art. Voilà, donc les règles de l'art, je crois que c'est aussi une notion importante à mentionner, celle de la coutume, celle des habitudes, et notamment à Paris 8, par exemple, sur les sujets controversés. Moi, j'avais adoré, quand j'ai été étudiant là, de voir qu'il y avait encore la pratique de la disputatio, la dispute académique héritée des fonctionnements médiévaux, où on pouvait des heures durant, voire des jours durant, se disputer au sens du latin, c'est-à-dire échanger. Et ce qui me ramène d'ailleurs à ce souvenir que les thèses du Moyen-Âge pouvaient durer plusieurs jours, puisque tant qu'il y avait des questions dans la salle, eh bien, le candidat ne pouvait quitter la défense de ses propos. Alors, on va rentrer maintenant, et ce sera bientôt la fin, non, pas encore. Merci pour votre patience. Je vais lire les fameux articles. Alors, le L123-9, à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, je pleure de bonheur quand je vois des choses pareilles. Déjà, assurer les moyens d'exercer, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des financements et que cela soit pérenne. Parce que sinon, on ne peut pas faire une recherche qui soit sereine, qui soit créative et qui soit intellectuelle, indispensable à la réflexion, à la création intellectuelle. Or, on voit bien que, je commence déjà à faire un petit peu de critique, depuis 2010, on est dans des pilotages dits par objectif, c'est-à-dire qu'en fait, ces moyens ne sont plus pérennisés, ils sont réduits dans le temps, notamment au travers des systèmes de l'ANR, par exemple, l'Agence nationale pour la recherche, qui lance des appels d'offres sur lesquels les collègues et les labos répondent, obtiennent un financement qui vont leur permettre d'embaucher un doctorant ou un demi-doctorant un certain temps sur un sujet très précis. Et cette indépendance financière tombe, cette sérénité et cette création
tombe aussi, puisque le doctorant doit soit trouver une nouvelle bourse, soit un nouvel ANR, etc. Alors, ce premier article, je l'ai appelé « Indépendance ». Le deuxième article est le suivant. Le service public de l'enseignement, alors c'est le 141-6, on est plus loin dans les articles. Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir. Il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leur possibilité de libre développement scientifique, créateur et critique. Celui-là, je l'ai appelé le libre développement de la recherche. On retrouve une idée précédente, le créateur, on avait déjà ce terme tout à l'heure, la créativité, mais là, en plus, on a de nouveaux termes. On a diversité des opinions, là où on voit que maintenant, j'évoquais le mainstream tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a une doxa qui s'impose dans tous les corps et dans tous les métiers. Et l'autre mot, c'était donc justement la dimension critique. Et on a nombre de collègues qui sont mis à pied parce que justement, ils s'opposent à la doxa, soit de façon frontale, soit de façon un peu plus tendant sur des trajectoires asymptomatiques. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'utilise le mot. Et certainement, ce n'est pas le meilleur contexte. Mais on voit bien en tout cas qu'à l'heure actuelle, un enseignant-chercheur qui prend une position différente de celle de son établissement ou de ses autorités de tutelle, sachant que, alors ça c'est aussi autre chose, ça ne sera pas dit, mais le responsable des enseignants-chercheurs, c'est le ministre. C'était le ministre. Parce qu'avec toutes les LRU dont on parlera un petit peu plus tard, les lois de responsabilité des universités, etc., de plus en plus, c'est le président d'université. Mais historiquement, sous la Ve République, c'était le ministre, le supérieur hiérarchique. Et donc, c'était à lui qu'on devait se référer en cas de difficulté avec l'institution ou avec les collègues. Dernier article, L952-2. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leur activité de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. Alors, j'en avais un petit peu parlé dans mon introduction, j'ai synthétisé ça sous entière liberté d'expression. Alors, ce n'est pas une entière liberté d'expression, mais c'est quand même une grande liberté d'expression, puisque contrairement aux collègues du primaire, du secondaire, on a vu qu'ils avaient quand même 5 barrières. Là, il n'y en a que 2. Les traditions universitaires, et en plus, c'est un auto-référencement, ce n'est même pas quelque chose d'extérieur, et les principes de tolérance et d'objectivité, mais ça, on les avait déjà un petit peu vus, notamment dans la deuxième liberté académique, le respect de la diversité des opinions. C'est ça, la tolérance. Là, vraiment, ce que ça rajoute, c'est l'objectivité. Alors, c'est très intéressant et très disputable, parce que qu'est-ce qui est objectif? C'est comme si on voulait discuter de la différence entre la réalité et le réel. Bon, je n'approfondis pas pour l'instant. Et la conclusion que j'en faisais, je vous la lis, c'est un hommage que je rends à l'institution. Nous sommes, c'est toujours moi qui parle, nous sommes très reconnaissants à la Ve République qui a eu assez de compréhension, de sagesse et de confiance envers son corps des enseignants-chercheurs et des chercheurs et des enseignants pour lui offrir ce cadre très ouvert, lui permettant de s'éloigner du conformisme afin d'explorer des voies nouvelles, comme celles initiées par les créatifs culturels dans leur domaine et à leur époque, et de permettre, une fois réinvestis dans la vie publique, de faire évoluer les dispositifs, les process et finalement la société dans son ensemble. C'est toujours d'une minorité que peut partir des changements qu'on espère positifs, en tout cas pour l'ensemble des corps sociaux. Car les changements et les évolutions proviennent le plus souvent du travail de minorités considérées au départ comme au mieux originales ou au pire déviantes et qui parfois s'avèrent finalement innovantes. Comme l'a dit Jean-François Caron, maire écologiste de Los Angeles dans un TEDx de 2017, une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi.
Alors là, je te rends hommage, Christian, parce que c'est dans ta bouche, c'est la première fois que j'ai entendu dire ça, qu'une innovation, c'était une désobéissance qui avait réussi. Mais dans le cadre de mon écriture, je cherchais à savoir si tu l'avais écrit quelque part pour vous donner une référence. Et finalement, tu vois, c'est ce maire-là. Alors, soit il t'a entendu aussi, soit vous êtes en communion d'âme, je ne sais pas. Mais c'est une opinion partagée. Et j'ai presque terminé. Donc là, on a vu le pays des bisounours des libertés académiques dans le Code de l'éducation. Mais ma conclusion, c'était la suivante. Mais, hélas, 3 fois hélas, la loi relative aux libertés et aux responsabilités des universités LRU, initiée par Pécresse, Fillon, Sarkozy en 2017, cette loi prévoit principalement que d'ici au 1er janvier 2013, donc vous voyez, ça va faire déjà presque 10 ans, toutes les universités accèdent à l'autonomie dans les domaines budgétaires, c'est l'article 50 de la LRU, et de gestion de leurs ressources humaines, et qu'elles puissent devenir propriétaires de leurs biens immobiliers. Donc là, en fait, ça va faire bientôt 10 ans qu'on a changé de paradigme, qui se voit dans le quotidien de l'exercice professionnel régulièrement, et qui, en fait, on pourrait dire, c'est super, autonomie dans la gestion des ressources humaines. Mais en fait, on s'aperçoit, alors avant, c'était des processus nationaux. Maintenant, effectivement, eh bien, ce sont les universités et leurs composantes qui vont définir leurs besoins et les budgéter en interne. Parce qu'en fait, l'autonomie universitaire, ça veut dire on ne vous donne plus d'argent. Et c'est à vous de vous débrouiller pour compenser. Et notamment, le poste le plus cher, c'est la masse salariale. Et c'est pour ça qu'elles sont devenues propriétaires de leurs biens immobiliers, parce que ça leur a permis soit d'en vendre, soit d'essayer de faire du produit de placement, du marketing en accueillant des conférences extérieures, etc. Mais aussi, c'est à elles qu'incombe l'entretien maintenant des établissements, dont certains sont quand même très, très anciens. Donc, on assiste à un changement de paradigme dont le ponctum, et puis après je te passerai la parole, Christian, dans les derniers événements, tu en as cité l'un d'eux, la chasse aux sorcières au travers de l'islamo-gauchisme réactualisé sous les noms de wokisme, intersectionnalité, décolonialisme, etc., etc. Et puis, on peut voir aussi les attaques incessantes contre le CNU, qui était justement le Conseil national des universités, cette instance garantissant une égalité de traitement et puis une tradition universitaire homogène sur l'ensemble du territoire, avec beaucoup de responsabilités dans la gestion du corps des enseignants-chercheurs, les procédures d'avancement de grade, les qualifications maître de conférence PU. Donc là, les qualifications PU n'existent plus, professeurs des universités. Elles ne sont maintenues pour l'instant que pour les maîtres de conférence. Et je vous mets bien sûr ma main à couper que d'ici 2-3 ans, ce sera terminé. Et on voit la montée parallèle d'autres organismes comme le HCERES, le Haut Conseil. Alors, je ne vais plus tout en développer, mais sa mission, c'est quoi? C'est de venir inspecter sur le terrain, évaluer les unités de recherche et mettre des bons points. Et ça, c'est une autre instance. Soit elle existait, soit elle a été fortement revitalisée et elle est très dépendante de la tête du ministère, contrairement au CNU qui fonctionnait à parité, grosso modo, moitié d'élus au travers de la représentation syndicale et moitié de nommés. Donc voilà, pour terminer, ce petit panorama semi-historique et juridique de ce qu'est la liberté universitaire déclinée en liberté au pluriel universitaire et un tournant autoritaire que nous connaissons, mais qu'on pourrait élargir, je dirais, à l'ensemble des sociétés civiles. Nous le vivons de cette façon-là, et bien sûr, d'autres le vivent au travers de la précarité, la casse du code du travail, les accords de branche, etc., etc. Voilà pour moi. Merci Florent. Donc, moi, je vais essayer de rebondir un peu sur tout ça en moins long. Ça ne veut pas dire que je vais être trop long, ça veut dire que je vais faire plus court parce que j'ai sûrement moins d'arguments.
hein, moins d'arguments et puis moins de références aussi, hein, moins de références que tous les articles que tu as cités. C'était très Ah, technique. ouais, mais c'est utile parce que c'est rare que l'on s'intéresse à ça véritablement dans ce métier, hein. Alors peut-être dans les cours, durant les formations initiales, les choses comme ça, mais ensuite, c'est très très rare que ça arrive sur le tapis, quoi. Alors, moi, quand j'étais universitaire, je n'ai jamais eu connaissance de cas, peut-être toi, Florence, je ne sais pas, je n'ai jamais eu connaissance de cas d'enseignants-chercheurs, que ce soit des assistants, que ce soit des chargés de cours, que ce soit des maîtres de conf, des profs, qui aient été sommés de rentrer dans le rang du bon enseignement ou de la bonne recherche, entre guillemets. Euh, en tout cas à Paris 8. En tout cas à Paris 8. Alors, j'ai eu vent parfois quand même de petites difficultés reconnues, je pense à Michel Maffezoli, lorsqu'il a fait soutenir une thèse à l'astrologue, entre autres, de François Mitterrand, Oui. hein, de l'époque, mais astrologue aussi de pas mal d'autres personnes bien connues, où là, Michel Maffezoli s'est retrouvé la cible, être la cible de pas mal de personnes, hein, non seulement dans les médias, mais aussi dans l'université. Elisabeth Bon, Tessier, je crois. ouais, c'est ça, c'est ça. J'oubliais son nom là. Il me semble. Mais c'est ça. Bon, Michel Maffezoli aujourd'hui va très bien, hein, il n'y a pas, il y a pas de problème, mais on voit que ça peut encore arriver, même si moi, je n'ai pas été directement confronté à ça, hein. Alors, on se souviendra aussi de l'affaire Forisson. Il y a Forisson, lorsqu'il était maître assistant à Lyon, hein, je crois. Il était maître assistant à Lyon. Et lorsqu'il développait en cours, et puis aussi dans ses écrits, des thèses négationnisme, hein, de l'Holocauste, de la Seconde Guerre mondiale. Et lui, alors il faudrait reprendre sa fiche Wikipédia, mais avait été frappé effectivement de sanctions, hein, de sanctions pour manque comment, de, 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 de sérieux dans les opinions émises, etc. Alors ça peut arriver, hein, donc ça peut arriver. Pour le cas de Forisson, j'avoue que j'aurais pas trop de cas de conscience, parce que l'État, à l'époque, frappe Forisson et même le retire de l'université. D'ailleurs, je crois qu'à l'époque, il avait largement de quoi vivre à côté, hein. Ça ne m'aurait pas trop dérangé. Bon, par contre, pour un cas comme celui de Michel Maffezoli, là, on entre tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus discutable. Cela dit, je ne connais pas du tout la thèse de l'étudiante qu'il avait, hein. Je n'ai jamais ouvert une seule page. Mais est-ce que c'était une défense de l'astrologie ou une étude de l'astrologie, une étude critique de l'astrologie aussi, ça pouvait être tout à fait possible, hein. Donc on entre. Alors je me souviens aussi des débats qu'il y avait eu autour de la mémoire de l'eau. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Et moto. Ouais, ça fait quoi, une trentaine d'années maintenant, ça au moins, hein. Alors là, bon, on change de domaine, on n'est plus vraiment dans les sciences humaines, hein, on est dans autre chose. Mais là aussi, il y avait eu d'énormes débats autour de ça, mais il n'y avait pas eu, je crois, de sanctions. On en était resté à une discussion universitaire finalement, avec des arguments pour, des arguments contre, plein de choses. Il faudrait reprendre le dossier. C'est intéressant d'ailleurs, hein, c'est très très intéressant sur le fond. Alors, pour faire un retour sur les disputations aussi des universités médiévales, alors c'est vrai qu'il y avait ces disputations très très libres, mais c'était quand même dans le cadre, et là aussi on arrive, bon, est-ce que dans ces disputations on aurait pu dire, bon ben oui, tout ça c'est bien gentil, mais vous savez, la Terre n'est pas au centre, n'est pas au centre de l'univers, elle tourne autour du Soleil. Est-ce qu'on pouvait dire Dieu n'existe pas, même si Aristote dit qu'il existe? Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, c'était de la disposition, tout à fait, tu as tout à fait raison dans ce que tu décris, sauf que c'était pris, tu vois, dans un cadre religieux, catholique, tout à fait précis, avec le pape, qui encore, à l'époque, le pape, malgré les échanges parfois musclés avec le roi de France, si on prend la France comme exemple, demeurait quand même la tutelle des universités françaises, hein, très très longtemps.
Alors donc, disputatio, oui, mais dans un cadre d'expression, donc, hein, pour reprendre la liberté d'expression, très limité finalement. Et pour que l'université s'en sorte, bah, il a fallu plusieurs siècles, quoi. Il a fallu plusieurs siècles, voire la disparition de l'université. Il faut oublier que l'université a disparu avec la Révolution. La Révolution de 89 et les années d'après ne s'ennuie pas avec la liberté d'expression des enseignants de l'université. Elle ferme les universités, point barre, on n'en parle plus, quoi. On n'en parle plus et il faut attendre Ferry, en fait, hein, parce que sous le Premier Empire, l'université renaît, mais c'est l'université avec un U majuscule, et sa fonction, en fait, c'est de regrouper l'ensemble de toutes les catégories d'établissements d'enseignement, quels qu'ils soient. C'est ce qu'on appelle l'université. C'est dirigé par un grand maître, non pas par un ministre, mais par un grand maître, qui fait la pluie et le beau temps sur absolument tous ces établissements. Et pour voir vraiment à nouveau les facultés se rassembler, bah, euh, avec certainement déjà des décrets et des lois tels que tu les évoques, Florent, bah, faut attendre la fin du 19e siècle avec les lois Ferry, sensiblement en même temps que la liberté, enfin pas la liberté, l'obligation par contre, l'obligation scolaire, la gratuité, la laïcité, etc. Tout ça, ça arrive à peu près en même temps, dans un mouchoir de poche de quelques années. Et dès ce moment-là, effectivement, bah, sont jetées certaines lois sur la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de recherche, que tu as très bien évoqué. Et ça se fait en grande partie à l'époque de Ferry sous l'impulsion de l'université allemande, avec William Humboldt, qui déjà estimait qu'on ne pouvait faire bien de la recherche qu'en respectant justement ces règles-là. Hein, ces règles-là, doublées de l'indépendance par rapport à l'État, même si l'État vient initier les universités. Contrairement à ce que tu disais à la fin, tu sais, sur les lois d'autonomie récentes, là, d'ailleurs, il faudrait s'entendre là sur le terme d'autonomie, d'ailleurs, hein, avec la Pécresse, etc. Pas Pécresse de l'époque en tant que ministre. Mais en tout cas, il y a l'idée que l'État, il initie les universités. Il leur donne les moyens d'exister parce que oui, ça coûte cher. Il faut des bâtiments, il faut financer les chercheurs, etc., etc., les recherches. Mais même en contrepartie, il leur donne la liberté de recherche. Et Ferry et les compagnons de route de Ferry, et puis ceux qui vont suivre, bah, s'inspirent de ce modèle-là. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on commence à voir, je ne sais plus quel historien, ça va me revenir peut-être, mentionne qu'on commence à voir à apparaître à la Sorbonne la mention cours fermé. Ça veut dire qu'on crée des petits séminaires en petits groupes, quoi. Parce qu'on a conscience, un peu comme en Allemagne, on apprend bien et on pratique bien la recherche qu'en petits groupes, quoi. En amphi, ben, il restera des amphis, naturellement, mais plus on avancera dans les études, plus on le fera en petits groupes. Ce qu'on a encore un peu aujourd'hui d'ailleurs, hein, quand on arrive au niveau du doctorat, c'est un peu comme ça que ça se passe, hein, c'est une très vieille tradition, quoi. Alors, bah, c'est juste ça pour faire un retour historique, hein, alors évidemment, il va y avoir l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, etc., qui vont compliquer les choses, mais après, on repartira sur les bases anciennes en les transformant un peu autour de mai 68, hein, autour de mai 68, où les choses vont bouger un peu à nouveau. Et puis depuis, finalement, mai 68, que l'autre auteur de la reproduction avec Bourdieu, Passeron, voyait vraiment comme une perspective possible, tout à fait nouvelle pour les universités du côté de leur autonomie. Bon, et c'est pas advenu. Et c'est pas advenu puisque très longtemps après, plusieurs décennies après, on en arrive à la loi que tu évoquais sur l'autonomie des universités. Mais en tout cas, il y avait avec 68 vraiment la perspective d'une autonomie des universités, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire l'autonomie vraiment de penser, l'autonomie de se former avec des pairs qui s'autocritiquent, des pairs qui pratiquent un compagnonnage véritablement ensemble et avec des étudiants. Tout ça dans un esprit de recherche ouvert au grand mouvement du temps, au grand mouvement du temps, qui ne reste plus à la porte. C'est un peu ce que 68 reprochait aux universités.
d'être un peu ossifié dans un vieux système de pensée, en fait. Hein. Il y avait besoin d'un souffle nouveau, quoi. Bon, bah, tout ça, ce qu'espérait Jean-Claude Passeron, ça n'arrive pas vraiment. Et on en est aujourd'hui à des situations sur l'autonomie prétendue qui revient effectivement à gérer ses bâtiments, à gérer ses financements, à gérer ses flux d'étudiants aussi, pour les oublier dans l'affaire des étudiants, et aussi à gérer d'une autre façon le recrutement de ces enseignants-chercheurs. Et là, il y a du risque, effectivement. On ne sait pas comment, dans cet esprit d'autonomie-là, comment vont vraiment subsister, réussir à survivre la liberté d'expression, la liberté d'opinion et de recherche. Il est évident que déjà, même aujourd'hui, avec l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, vous savez, un des sigles qu'on aime bien quoi, à l'université, qui font un petit peu quand même enfin, qui essaie tout au moins de faire un peu la pluie et le beau temps sur la répartition des budgets de recherche. Voyez, en fonction des universités, en fonction des labos, en fonction de plein de choses. Voilà, ce n'est pas forcément toujours négatif, hein, d'après ce que j'en avais vu, mais étant donné que le personnel de l'ANR est souvent composé à la fois de bureaucrates qui sont là, mais aussi d'universitaires, souvent qu'on va retrouver dans d'autres instances, peut y avoir danger d'une polarisation sur certains sujets plutôt que sur d'autres. Il vaut mieux chercher là-dessus plutôt qu'autre chose parce qu'on estime, on ne sait pas trop comment, dans cette consanguinité d'universitaires et de technocrates et bureaucrates, on ne sait trop comment ça naît. C'est ces tendances nouvelles de la recherche. Donc il y a du risque et ça, ce n'est pas la vraie autonomie telle qu'on pourrait la penser. Alors, la vraie autonomie, moi, je verrais ça plutôt comme, ben voilà, on donne 4 ans aux universités en leur donnant les moyens, comme avant, en fait, hein, comme l'État le faisait, on leur donne les moyens de chercher comme elles veulent. Et même, je dirais, on leur donne les moyens de recruter comme elles veulent. Pourquoi pas? Et on voit ce que ça donne. Et dans 3 ans, on se retrouve, et dans 4 ans, on se retrouve, et on fait le point. Alors, avec des autorités, oui, effectivement, des autorités élues de l'État qui voient comment ça tourne. Finalement, Paris 8, quand Paris 8 est né, ça s'est joué un petit peu comme ça. Hein. Le ministre de l'époque a dit, bon, bah, écoutez, voilà, moi, j'ai déjà dit une fois ou deux, ça, mais je ne vais pas le répéter. Débrouillez-vous, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez, inventez ce que vous voulez inventer, mais donc la phrase à l'époque, faites vite parce que, sous-entendu, on va bientôt sauter quoi, aux prochaines élections. Donc, grosso modo, c'était ça. Et Paris 8 s'est développé comme ça, avec des méthodes complètement nouvelles du côté de la pédagogie. Alors, pas nouvelles dans l'absolu, certainement qu'à l'étranger, on aurait pu trouver des choses voisines, mais avec des objets de recherche complètement inattendus par rapport à ce qui se trouvait à l'époque dans les autres universités. Et donc là, il y a eu une autonomie, même au niveau des recrutements. Hein, c'est là que Paris 8 avait le droit de recruter à peu près comme il voulait. Quoi. On pouvait s'abstenir des systèmes de recrutement habituels. C'est là qu'on a vu un tas de jeunes étudiants devenir chargés de cours ou assistants qu'on n'aurait pas vu arriver sans ce type de recrutement nouveau. Vous voyez alors ça valait pour une université. Qu'est-ce que ça aurait valu pour les 80 autres universités bon, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, ça, c'était vraiment un esprit d'autonomie qui a complètement changé depuis. Hein. C'était une période expérimentale. Ça a totalement bougé depuis. Mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Et la preuve a été donnée que ça pouvait fonctionner. Que ça pouvait fonctionner. Alors évidemment, par rapport à la liberté académique, ça n'a pas été sans trouble, ça n'a pas été sans comment dire, sans une altérité très forte, voire sans des combats idéologiques très puissants, hein, entre même des partis politiques pardon, et des tendances politiques très très marquées sur le terrain, hein, entre l'extrême gauche de l'époque, entre le PC qui voulait mettre sa place, avec ses intellectuels de courroie de transmission, hein, bien sûr. Et là, bon, ça a été véritablement un champ de bataille parfois. Mais c'était aussi à ce prix-là qu'une identité universitaire un peu nouvelle, critiquable, mais aussi avec
beaucoup d'innovations hein, qui durent encore aujourd'hui et qui ont déteint d'ailleurs ces innovations sur d'autres universités. C'est grâce à cette liberté-là académique que donnée exceptionnellement a pu se développer un esprit nouveau. Alors pour terminer, parce que j'avais dit que je ne serais pas long, il m'est revenu à l'esprit qu'en décembre, j'avais écouté une émission sur France Culture autour d'un bouquin d'Olivier Beau. Olivier Beau, c'est un juriste. Il est prof à Assas. Alors, on change on change de climat, hein, Paris, Assas, c'est pas le même endroit. Mais bref, lui, il a fait paraître un livre, donc c'était en décembre, c'est pas très vieux, hein, c'est pas très vieux, il s'appelle Le savoir en danger. Et il reprend un peu les idées que tu as développées, hein, Florent, parce que ça, c'est vraiment objectif, quoi, c'est purement objectif. Avec surtout l'idée que, alors lui, il se centre surtout sur l'université, hein, il se centre sur le supérieur. Alors il revient comme toi sur la liberté académique, possibilité pour un enseignant de transmettre un savoir résultant d'investigation et de la confrontation d'arguments. Hein, j'ai surligné quelque chose. Euh, L'universitaire n'a pas juste une opinion, il a une opinion vraie et justifiée avec des arguments. Cette règle méthodologique est un devoir pour l'universitaire. Alors pour reprendre cette règle-là, il s'inspire de deux conférences de Max Weber en 1917-1918, juste après la Première Guerre mondiale, où effectivement Weber fait la différence dans le savant et le populaire, bon, ça va me revenir, où il fait la différence entre le jugement de fait et le jugement de valeur. Euh, alors, pour Olivier Beau, donc, il y aurait plusieurs menaces actuellement sur la liberté académique et les libertés universitaires telles qu'on en parle depuis tout à l'heure. Ce serait dans un premier temps les régimes tyranniques, parce qu'il ne parle pas que de la France. Il parle de la chose d'un point de vue international. Les régimes tyranniques, alors il cite en exemple le macartisme, par exemple. On oublie la période du macartisme aux États-Unis, qui frappait beaucoup de gens, des journalistes, des acteurs, j'en passe, mais aussi des universitaires. Hein, mais aussi des universitaires. Mais il cite plus récemment la Turquie, où il y a de très très nombreux universitaires qui sont descendus du train. Hein. La Chine, dont on parle pas mal en ce moment pour les Jeux Olympiques, et puis aussi la Hongrie avec Viktor Orban, hein, qui récemment a fermé l'université européenne qui avait été ouverte par je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais enfin ouverte par le milliardaire George Soros. Orban l'a sorti de Hongrie et je crois que depuis l'Europe a pris une décision contraire, obligeant plus ou moins la Hongrie à rapatrier l'université. Enfin, il faudra aller voir en détail. Mais donc, pour Beau, voilà, il y a ces dangers de tyrannie intellectuelle, en fait, hein, par des régimes extrêmement autoritaires. C'est le premier danger qu'il voit. Et le deuxième, c'est ce à quoi tu as fait allusion très rapidement, et dont on parle partout dans les médias, c'est finalement la tyrannie des étudiants. La tyrannie des étudiants. Alors qu'il enseigne à Assas, c'est normal qu'il revienne sur l'exemple de Nanterre en 68, où effectivement on a vu énormément de profs d'un seul coup devenir très très séduits par les messages étudiants de l'époque, dont on se rappelle peut-être ou qu'on a lu. Bon, mais ça a été jusqu'à effectivement des heures avec Paul Ricoeur, hein, de l'époque, même des heures physiques avec Paul Ricoeur, qui n'avait pas d'ailleurs dans l'affaire, si on regarde bien, une position intransigeante. La position de Ricoeur était assez balancée, quoi. À la place où il était, à la présidence, bon, c'était pas simple à gérer Nanterre à l'époque, quand même. Et il avait une position plutôt modérée, quoi, on va dire. Je n'ai pas de sympathie particulière pour Ricoeur. Hein, moi, je ne dis pas ça pour ça, hein, ne serait-ce qu'avec son passé pétiniste, etc. Je n'aime pas beaucoup ça. Quoi. Vous savez qu'il a longtemps collaboré même à une revue pétiniste quand il était prisonnier, en camp de prisonnier. Mais ce n'était pas un enfant, il avait déjà 30 ans à l'époque, un Paul Ricoeur.
Et il a même travaillé après la Libération encore autour de revues comme ça, ce qu'il reconnaissait d'ailleurs à la fin de sa vie, hein, parce que ça avait été mis à jour par des biographes. Et il le reconnaissait. Et il le reconnaissait, oui, oui, c'est vrai. Bref. Donc il y avait eu autour de lui ces affaires de 68. Et ensuite, bah, bon, pour terminer là, il en vient à ce qui est beaucoup plus actuel, où on voit, bah, ça c'est repris sur les chaînes télévisuelles à l'envi, hein, les chaînes comme CNews, etc., qui mettent l'accent sur tout ce qui ne va pas autour, selon eux, autour du wokisme, de l'intersectionnalité, etc. Et pour Beau, bon, il y a trois dangers actuellement du côté de l'activisme des étudiants euh, qui peut, qui peut venir entraver la liberté d'expression, d'opinion et de recherche. Bah, c'est déjà bah, tout ce qui tourne autour du racisme, de la racisation. Le deuxième point, bah, on le devine, hein, c'est tout ce qui tourne autour de l'homosexualité, avec tous les groupes activistes aussi autour de ça. Et puis autour du féminisme. Et puis autour du féminisme aussi, bah, pour lui, le féminisme contemporain, hein, un féminisme qu'il juge virulent, etc., mais capable parfois donc d'entamer dans certains lieux des propos de profs qui, et là j'en reste là, sont immédiatement démultipliés par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'un prof qui dérape ne serait-ce que 10 secondes dans son cours, immédiatement c'est relayé par les réseaux sociaux et ça peut prendre des proportions absolument folles qui peuvent plutôt faire incliner à la prudence dans ce qu'on cherche, voire à l'extrême prudence et pourquoi pas au silence d'ailleurs. Hein. Euh, en- Moi, j'ai entendu dire des choses dans les cours quand j'étais à Paris 8 ou ailleurs, dire des choses très vives sur la société telle qu'elle va aujourd'hui, qui, si aujourd'hui c'était relié par des réseaux sociaux, je pense que des groupes activistes pourraient aisément s'en emparer pour causer des soucis à cette liberté universitaire. Voilà, ben, vous voyez, c'est décousu, hein, c'est décousu. Alors, j'ai pas lu ce livre d'Olivier Beau, mais certainement il y a des choses intéressantes à y voir. Moi, j'approuve pas tout, hein, ce que je vous ai dit là, mais peut-être il lève des lièvres intéressants quand même. Voilà. Merci. Merci pour présentation à deux voix. Peut-être qu'on peut faire tourner la parole maintenant. Tu m'as donné envie de dire plein de trucs, mais priorité à la salle. J'espère qu'on ne vous a pas trop assommé. Ah, c'est toujours difficile de demander comme ça des réactions. Surtout quand nous, on peut souffler et que c'est aux autres d'y aller. Hein. C'est très confortable. La loi LRU, là, c'est 2013, non? C'est quand, en fait, la loi LRU dont tu parlais? Alors, est-ce que c'est pas celle que j'ai quand j'ai cité Pécresse-Fillon, auquel cas ce serait 2017 et Sarko. Ouais, je crois que c'est. Et puis après, il y a eu des apogées en 2010 et des retours réactionnaires en 2013. Ok, 2007. Je crois, attends, je vais vérifier si je l'ai noté. Ouais, c'est vrai que ça fait bien 10 ans que. C'était sous le quinquennat 2007. Sarkozy. Ah, oui, Sarko 2007. Ah ouais, d'accord. C'est lui qui a initié un vrai changement hein, dans la gouvernance, on appelle ça comme ça maintenant, hein, la gouvernance, où tu vas te retrouver. À un moment, à la Sorbonne, on avait même un Sénat. C'est extraordinaire, on a eu des sénateurs. C'était, je crois, vers 2015-2016. Il y avait un Sénat. Alors, j'en ai pas parlé, mais il y a eu aussi un moment, pas si récent, parce que pas si vieux que ça, c'était
avant l'an 2000, je crois qu'il y avait encore des tribunaux universitaires, de la même façon que tu as des tribunaux militaires, il me semble bien. Il faudrait retourner dans les règlements intérieurs de chaque fac. Mais j'ai eu au moins un cas d'un collègue qui est passé devant un tribunal universitaire. Ouais. Et dans ces mouvements incessants, hein, on pourrait citer aussi la fin annoncée de la gratuité des études du supérieur. Hein, ça a commencé il y a 2 ans par les étudiants étrangers, sous le merveilleux vocable de Bienvenue en France. C'est là où tu t'aperçois aussi que la novlangue, tu vois, LRU pour responsabilité, qui est en fait un phagocytement supplémentaire par une strangulation financière. Bienvenue en France, ben avant tu payais comme entre 150 et 300 euros ton année universitaire, c'est passé entre 2000 et 4000, je crois, pour les étrangers. Et le discours récent de Macron nous amène à ça pour l'ensemble des futurs bacheliers, plus une sélection totalement opaque, algorithmique par Parcoursup. Ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais tout à l'heure, l'évolution des étudiants. Et donc, finalement, cette démocratisation d'accès au savoir et à la liberté de la connaissance se trouve ébranlée régulièrement. Et là, on nous annonce, de la même façon que quand il était à Marseille, il a annoncé des écoles complètement déconnectées de la réglementation habituelle, où c'est les chefs d'établissement qui vont choisir leur équipe pédagogique et non plus les recevoir suite à un recrutement par concours et un classement. Enfin voilà, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de népotisme et de baronisation qui se met en place et qui est en train de bien s'installer, avec tout l'aspect de précarisation. Alors, j'en parlais dans la société en général, mais depuis 3-4 ans, dans le corps des enseignants-chercheurs, se développent à grande vitesse ce qu'ils appellent les chaires juniors, hein, c'est-à-dire, en gros, tu es maître de conférence conditionnel pour une période de 3 ou 4 ans, où tu as vraiment le statut de maître de conférence, mais c'est un CDD. C'est-à-dire qu'il faudra qu'au bout de ta période de probation, de 3-4 ans, tu aies montré patte blanche tout le temps, assuré des charges administratives, pédagogiques, j'en passe et des meilleurs. Et si en plus, tu as réussi à faire rentrer de l'argent par l'ANR, par des dispositifs régionaux, parce que le poids des régions augmente énormément, etc., bon, bah, peut-être tu auras une chance d'être titularisé. Et ben sinon, tu vas redevenir un pauvre post-doctorant que tu aurais dû être. Et puis, on voit aussi, en parallèle, mais d'un côté plus prestigieux, cette fois, ce sont les chaires privées. Hein, la chaire L'Oréal pour les femmes scientifiques, la chaire EDF pour la transformation énergétique. Donc, on voit du greenwashing et du populisme à tous les étages, chaire également limitée dans le temps, hein, sur pareil, des périodes de 3-4 ans, ne donnant pas donc cette pérennité et donc cette tranquillité attendue, comme on l'a vu dans les textes que je mentionnais tout à l'heure. Et je termine juste avec ça. Cette évolution, là on en a parlé pour la France, mais en fait elle se fait également au niveau européen, avec une concentration croissante des institutions. La LRU, ça a ouvert la porte à plusieurs dispositifs qu'on a connus dans les années qui ont suivi, qui ont été ces grands regroupements d'universités. Ça a été Paris 3 plus Paris 5 plus Paris 7. Nous, ça a été Paris 2 plus Paris 4 plus Paris 6 plus la Pitié-Salpêtrière. Alors, Paris 2 est parti après, et il reste que maintenant, on est une métastructure, lettres, sciences, médecine. Et au niveau européen, c'est la même chose, c'est-à-dire que nous, notre métastructure, elle s'est associée avec d'autres métastructures à Milan, à Heidelberg, à Copenhague, en Pologne aussi. Et en parallèle, les autres collègues des autres facs, eux, s'associent également avec d'autres facs internationales. Et c'est un peu ce jeu à celui qui aura la plus grosse, le plus de prix Nobel dans ces équipes, parce que tout ça, ça va faire des coefficients d'index qui seront utilisés, tu le disais tout à l'heure, Christian, dans l'allocation des ressources nationales. Et finalement, on accélère un système, comme dans la médecine, on avait une médecine à 2 vitesses, on va avoir un enseignement supérieur à 2 vitesses. Oui, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça, hein, voire complètement. Hein, on va tout à fait là-dedans. Ouais. Avec une dépréciation, ouais, avec une dépréciation
de l'université traditionnelle, telle qu'on l'a connue. Ouais. Et tu vois, si maintenant je devais refaire ce choix entre le privé et le public, eh bien, j'y étais allé au Laker en 98. Eh bien, maintenant, je pense que je prendrais vraiment plus le temps de la réflexion. Ouais. Mmh. 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 Enfin, j'avais une question parce que je ne connais pas l'ouvrage de Olivier Beau, Christian. Mais j'ai cru qu'on. Enfin, est-ce que il met à égalité le discours, comment dire, enfin, de la ministre de diversité, de Blanquer, etc., qui mettait en cause certains enseignements et certaines recherches qu'il a accusé d'être justement islamo-gauchiste ou autre, etc. Et le fait que des étudiants remettent en cause leurs professeurs de façon, on va dire, assez brutale dans les cours. Parce que il me semble que c'est quand même des choses totalement qui n'ont rien à voir. Parce que la liberté académique, bon, enfin, en écoutant les définitions, ben, en fait, ça me paraît plus relevé comment dire, d'une préservation des pouvoirs, des lobbies, etc., que ce soit politiques, religieux, économiques d'ailleurs, justement. C'est sûr que le fait de vouloir privatiser quasiment l'université sous couvert d'autonomie, ben, c'est clairement une remise en cause de la liberté académique, hein, ou des libertés académiques. Je sais pas. Mais enfin, moi, tout simplement, il me semble qu'il ne faut pas mettre sur le même plan le fait que, bon, c'est vrai que des étudiants qui interviennent de façon, je dirais, musclée, voire physique, bon, c'est pas tolérable. Bon, moi, même si ce qu'ils défendent on peut le défendre et puis ça leur paraît juste et puis on peut en convenir également. Parce qu'effectivement, je pense que l'université, ça doit être le lieu ben, en fait, du débat, de l'argumentation et pacifique, hein, avec la parole, avec les arguments, mais pas avec les coups de poing ou le fait d'intervenir pour aller faire taire à un prof en lui enlevant son micro, je sais pas quoi. Et mais ça, ça me paraît évident, quoi, d'une certaine façon. Et par contre, ce qui est le plus dangereux quand même, c'est l'intervention d'une autorité politique, d'un gouvernement ou je sais pas, ou justement des entreprises qui voudraient avoir le monopole pour influencer les recherches et justement la politique et les orientations des universités, quoi. Donc ma question, c'était ça, c'était est-ce que dans son bouquin, il met ça sur le même plan ou enfin, parce que ça me paraît un peu, si c'est le cas, bon, je dis pas que j'aurais pas envie de le lire, mais Oui, oui, ça me freinerait, quoi, parce que franchement, je trouve oui. ça un peu abusif. D'après ce que j'en ai compris, lui, il présente des choses avec deux dangers principaux, hein, je suis peut-être trop passé. Le danger d'un État trop autoritaire. Bon, bah, ces exemples, tu sais, internationaux que j'ai dit peut-être, je ne sais plus très bien, la Chine, etc., quoi. Ou des moments particuliers aussi dans l'histoire, même ici en France, hein, qui montrent que la liberté académique, est, ce qu'on appelle ainsi, est menacée. Et il met ça en balance avec des étudiants qui, en fait, ou des groupements d'étudiants qui s'emparent d'une thématique comme l'intersectionnalité, la racisation, qui s'en emparent en fait pour exercer des coups de boutoir contre l'institution. Et il remet pas en cause l'intersectionnalité, il ne remet pas en cause la lutte des femmes, mais il montre comment des portions de ces mouvements, en quelque sorte, deviennent extrémistes et essaient de se faire une place à l'université, au moins dans une contestation très puissante, très forte. Et moi, je pense que ça peut exister, hein. Moi j'ai eu affaire à ça, enfin, mais d'une façon très, très larvée et très calme.
Mais d'abord pour la violence, par exemple, la violence en université, qui parlait de coups de poing ou de bagarre, ça a constamment existé hein, dans l'histoire de l'université. Hein. Euh, je me souviens de Jacques Ardoineau, par exemple, qui était un collègue, et moi, c'est le créateur de la multiréférentialité, qui un jour est revenu avec un cocard comme ça, quoi, parce qu'il s'était, au conseil scientifique, il s'était, il s'en était pris physiquement à Guiglione, qui à l'époque était, si mes souvenirs sont bons, à vérifier, un peu le chef du département de psychologie. Donc, ça existe. Si on remonte plus loin dans l'histoire, sous la Saint-Barthélemy, et là, on rejoint un peu les universités médiévales, eh bien, il y a certains profs qui avaient commandité des spadassins pour aller trucider quelques-uns de leurs collègues avec qui ils n'étaient pas d'accord sur certaines thèses. Hein, on a ça dans les archives, ça existe. Hein. Donc, c'est pas récent. Hein. Même à cette époque-là, déjà, on en arrivait aux pires extrémités. On supprime l'autre physiquement parce qu'il n'est pas de votre avis. Alors, c'est un peu embêtant. Quoi. Et donc, ça a toujours existé. Je pense que ça n'existe pas toujours, plus ou moins, quoi, des lieux où on en vient aux mains pour des raisons. Bon, par contre, ça, c'est du côté des enseignants, quoi, du personnel vraiment universitaire. Puis il y a aussi, du côté universitaire, les violences beaucoup plus discrètes, hein, qui peuvent s'exprimer même entre collègues, directement, mais ce ne sera pas un coup de poing. On fait disparaître l'autre, mais on le fait disparaître symboliquement. C'est René Barbier qui parlait, je ne sais pas si j'avais déjà dit, mais enfin, comme il en parlait souvent, je le redis aussi, il parlait de l'effet Ben Barka. L'effet Ben Barka, vous savez, cet opposant algérien qu'on n'a jamais retrouvé. Il a disparu un beau jour et on ne l'a jamais retrouvé. Certainement a-t-il fini dans un bain d'acide ou je ne sais quoi, mais en tout cas, on ne l'a jamais retrouvé. Et si vous voulez faire disparaître un collègue, c'est très simple, symboliquement, vous ne le citez jamais dans vos travaux. C'est comme si moi, je travaillais, imaginons, sur l'éducation et le spirituel et que je ne cite jamais Florent. Vous voyez? Je ne le cite pas. Il n'existe pas. Quoi. Et si tout le monde fait comme moi, si tout le monde fait comme moi qui travaille sur du spirituel et ne cite jamais Florent, ben Florent, au bout d'un certain temps, il n'existe plus pour les lecteurs. Vous voyez? Alors ça aussi, c'est une violence extrême. C'est une violence extrême et qui existe bel et bien. Hein, qui existe bel et bien. Hein. Alors pour en revenir au côté étudiant maintenant, moi, dans les derniers cours que j'ai donnés à Paris 8, elle rentrait dans les années 2006, 2007, quelque chose comme ça, dans des cours sur l'épistémologie en sciences humaines, j'avais de plus en plus d'étudiants. Alors, plus en plus, non, il ne faut pas exagérer. Au début, j'en avais deux. C'était des filles, d'ailleurs, souvent, des étudiantes, qui venaient contester avec des écrits de prêcheurs musulmans. Avec des écrits de l'islam et du Coran, qui disaient oui, mais dans le Coran, ce n'est pas écrit comme ça pour le savoir. Alors moi, je leur disais oui, mais ça n'a rien à voir. Moi, je vous parle de science, vous me parlez d'un écrit religieux, on n'est pas dans la même catégorie. Moi, je vous parle de la science vue par Karl Popper, par Thomas Kuhn, par Bachelard, etc. Et vous me parlez d'une écriture révélée. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais malgré tout, ça revenait. Vous voyez, au fil des cours, ça revenait. Et on me proposait des livres d'ailleurs. On est juste venu dans mon bureau, enfin dans la salle du labo plutôt, pour me donner des livres. Vous voyez, de ce prêcheur qui à l'époque se vendait beaucoup du côté de Barbès, dans les bas de Montmartre. C'est des petits fascicules d'ailleurs, pas si mal écrits que ça, qui mettaient le doigt sur des choses très très intéressantes. Hein. Par exemple, du côté de la paléoanthropologie, ou paléontologie tout simplement, il prélevait dans la science des erreurs commises par la science et parfois par de vrais faussaires scientifiques. Et il citait très souvent l'exemple de je ne sais plus quel faussaire qui avait retrouvé au XVIIIe ou XIXe siècle, dans les boues de la Tamise, un prétendu squelette d'animal préhistorique. Et très très vite, on s'était aperçu que c'était faux,
à l'époque. Je n'ai pas su que c'était faux, mais en tout cas, c'est resté dans l'esprit de certains que la science est tissée de mensonges. Donc, vous voyez, pourquoi un texte religieux dirait moins la vérité qu'une science qui se trompe et qui utilise aussi de la fausseté, quoi, qui construit de la fausseté quand même. Alors, je sentais ça monter en puissance. J'arrivais à m'en tirer parce que souvent, d'ailleurs, c'est les étudiants parce que les étudiants qui me demandaient eux-mêmes, mais arrêtez d'argumenter, ça sert à rien. Ça sert à rien d'argumenter contre ça. De toute façon, ils sont convaincus, ces étudiantes, du contraire. N'essayez même pas. Et c'est plus fort que moi. Mon boulot, je disais, bon, je suis payé par l'État, etc. Mon boulot, c'est d'essayer de faire passer une idée de la recherche scientifique, pas autre chose, mais la recherche scientifique qui tienne la route, quoi. Donc, je ne vais pas laisser dire des absurdités, ou ce que j'estimais des absurdités. Mais donc, ça montait en puissance. Alors, je n'avais pas affaire à des groupes activistes bien structurés, à des groupes d'activistes très virulents, ça restait quand même très sympathique comme débat, vous voyez. Mais on sentait déjà qu'on se heurtait à quelque chose de très marqué, quoi, qui pouvait menacer, si jamais on en arrivait à des extrémités violentes, à des intimidations. Ça, c'est vrai, je le sentais venir, quoi. Et alors, que faire ensuite face à ça quand on est enseignant, quoi, si ça monte vraiment en puissance? Que faire? Entrer dans le conflit constamment, etc. C'était difficile à vivre aussi, quoi. Très très difficile à vivre. Alors donc, Beau, voilà, pour revenir à ta question, hein, Philippe, Beau, voilà, il présente ces deux choses-là, mais lui, il présente ce que je viens de développer à la fin d'une façon qu'il estime être beaucoup plus exacerbée que moi j'ai pu la connaître il y a 15 ans. Alors, il cite aussi des exemples de profs pas à l'IUT, mais à l'ENS de Grenoble, je crois, avec ce prof, comme il s'appelait, Klaus Kinsler ou quelque chose comme ça, qui s'est retrouvé dans la difficulté avec son propre labo parce qu'il avait dénoncé les termes d'un colloque qui devait se tenir, avec lequel il n'était pas d'accord, etc. Et le gars s'est retrouvé mis à pied, quelque chose comme ça. Mais pour Beau, là, pour Olivier Beau, ça, c'est pas un exemple parce que lui était agrégé et détaché à l'université. Donc, il n'était pas véritablement universitaire. Donc, la liberté académique de l'université n'était pas directement attaquée. Voilà un peu la réponse que je peux en faire, hein, à cette question-là, quoi. Alors, je peux rebondir. Juste ce que tu es rentré au départ, Florent, par liberté pédagogique, liberté académique. Alors, il me semble qu'en fait, mais tu ne l'as pas comparé, tu as présenté successivement qu'on ne peut pas comparer, puisqu'en fait, dans le secondaire, la liberté pédagogique, c'est dans le rapport à l'élève, en fait, les savoirs, c'est des savoirs scolaires, hein, ce n'est pas des savoirs scientifiques au sens où on l'entend dans le supérieur. Et donc, en fait, c'est dans le rapport à l'élève qu'il y a la liberté, puisque les savoirs, ils sont très contraints, en fait. C'est ce qui fait consensus à une période donnée, et c'est le ministère qui décide. Tandis qu'en fait, ce qui se joue avec les libertés académiques, on est en plein dans les savoirs, là, les savoirs scientifiques davantage. Et je trouve que c'est intéressant, mais c'est quand même à deux niveaux différents. Enfin, je pense que... Alors, je fais remarquer, mais je pense que tu le sous-entendais comme ça, mais le fait que tu sois rentré par les deux, on aurait pu croire que tu allais les comparer. Oui. Et il me semble qu'en fait, c'est deux choses différentes. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, je ne suis pas sûre. Si, merci. C'est intéressant. En fait, ce n'est pas ça que je voulais dire et c'est d'autant plus intéressant du coup que tu viens de dire. Bon, alors je n'ai pas compris. Mais en fait, ce qui m'a intéressé tout simplement, c'est l'homonymie, le terme qu'on retrouve, le terme liberté. Ah d'accord, liberté. Voilà, c'était juste pour dire qu'elle ne se plaçait pas au même niveau. Moi, je l'ai passé par rapport à l'exercice du métier, mais toi, tu l'as bien précisé. Il y a d'un côté l'élève. Il y a les deux. Voilà. Et après, il y a la nature du savoir que tu transmets ou que tu recherches, effectivement. Donc,
on est sur du multiniveau, là, effectivement. Donc, c'est bien. Ouais, parce que l'élève, s'il construit ses savoirs, c'est ses savoirs à lui à partir des savoirs scolaires, hein. En fait, alors que dans le supérieur, on est vraiment sur des constructions scientifiques et des savoirs, des recherches qui donnent lieu à la validation ou pas de certains savoirs. Mais je trouvais que c'était intéressant, toutes les questions que tu as posées. Après, je me pose plein de questions, moi, avec les mots créativité, critique, qu'on retrouve partout maintenant, dans le supérieur, dans le secondaire, dans les libertés académiques. Donc, bon, enfin bref, ça a un côté qui me titille et qui m'énerve vraiment, quoi. Donc, bref. Comment être critique, qu'est-ce que c'est qu'avoir l'esprit critique et se développer scientifiquement, développement créateur et critique, qu'est-ce que c'est vraiment, quoi. En fait, ça, j'ai pas réussi, hein. Je suis une thésarde qui travaille sur l'esprit critique, je trouve que c'est intéressant, mais en fait, ça pose plein de questions et ça n'apporte pas de réponse, hein, quand même. Voilà, non, mais c'était intéressant, hein, tout ce que tu as dit. Voilà, en tout cas, moi, je ne connaissais pas tous ces textes, donc j'ai pris des notes. Et je ne connaissais pas non plus Olivier Beau, donc j'irai voir ça de plus près. En fait, après, il y a tellement de choses qui ont été dites. Je crois qu'il avait écrit un autre livre, d'ailleurs, dans les années 2010, chez Dalloz, sur le même thème. Ah, d'accord. D'accord. Parce que là, c'est pareil, hein, quand tu rentrais, Christian, mais je pinaille, moi. Opinion vraie et justifiée avec des arguments, je me méfie toujours. Qu'est-ce que c'est qu'une opinion vraie et justifiée? Parce que c'est vrai qu'on la justifie par rapport à des arguments et qu'on essaie de démontrer avec les arguments qu'on peut avoir raison et que notre opinion est valable. Mais une opinion vraie et justifiée, bon, je me méfie toujours de ce type de vocabulaire. Mais je crois qu'il utilise ça surtout parce qu'il est juriste. Donc, il a une formation de juriste en droit et je ne suis pas sûr qu'il parle exactement des mêmes vérités que du vrai chez nous, quoi, en sciences humaines. Voilà, quant à l'activisme des étudiants, je trouvais ça aussi intéressant, mais c'est vrai que, en fait, parfois, autant les féministes que, à force d'activisme, ils jouent un peu contre eux, je trouve, et que donc ça peut amener des réactions en chaîne qui sont aussi violentes que ceux qui peuvent dire parfois dans certains propos. En fait, pour ce que j'en vois sur les réseaux sociaux ou même à la télévision, sur les chaînes d'information en continu, parfois je suis assez interrogée par tout ce qu'on peut entendre, hein. Je ne citerai pas les chaînes d'infos, mais bon. Voilà, donc, mais c'est un peu décousu, quoi. Mais en fait, mon gros truc, c'était liberté pédagogique et liberté académique, le secondaire et le supérieur. Pour avoir fréquenté les deux, c'est quand même pas du tout la même chose, hein. Donc, on est sur des niveaux différents. Voilà. Pour réagir très, très rapidement, je dirais sur le mot critique, tu sais, ou le sens critique. Moi, à l'époque, j'avais l'habitude de dire en cours que quand ça arrivait un peu dans le débat, cette affaire-là, quoi. Mais bon, c'était un peu lapidaire. Mais que le sens critique, bon, il y a trois choses. C'est-à-dire, c'est savoir critiquer. Et critiquer, on ne critique pas n'importe comment. Il ne suffit pas de dire c'est nul. C'est nul, ce sujet est nul, ce livre est nul. Il faut dire pourquoi, quoi. C'est-à-dire il faut l'argumenter, cette critique. Alors, ça, c'est critiquer les choses. Et puis, il y a aussi recevoir la critique. Savoir recevoir la critique et essayer d'en faire quelque chose. Hein, surtout si on l'estime justifiée et positive. Hein. Et puis, après, il y a le troisième dépente, c'était l'autocritique. Hein. Savoir s'autocritiquer soi-même dans les recherches que l'on fait. Puisque là, on parle d'université. Et l'autocritique aussi, ça m'apparaît très, très important. Hein. Même pour l'autonomie des universités, par rapport à la recherche et à la liberté, comment exerce-t-on nous-mêmes en tant que prof, en tant que maître de conf, tout ce qu'on voudra, ou étudiant, comment exerce-t-on cette liberté-là? Est-ce qu'on l'exerce bien, celle qui nous est donnée? Et comment peut-on soi-même critiquer la façon dont on fait valoir cette liberté?
Tu vois, je suis pas sûr que ça arrive souvent, ça, dans les débats en conseil scientifique ou ailleurs, ou même en conseil du FR ou je ne sais quoi. À mon avis, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, quoi, tout simplement. Or, ça serait fondamental pour l'autonomie. Imaginons une université nouvelle qui se créerait. Vous voyez, on rejoue l'affaire de Paris 8 en 69, quoi. Et il faudrait bien qu'on s'autocritique soi-même, nous-mêmes, quand même, pour savoir où on va. Vous voyez, il faudrait que l'on ait un sens aigu de ce que l'on veut faire et de pourquoi on veut le faire et de pourquoi ça ne marche pas si bien que ça. Être capable, au bout d'un an, de se dire, oh là là, mais non, ça nous paraissait très beau au départ, mais en réalité, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Et puis, quant au féminisme que tu évoques, là, Yolande, c'est vrai, il y a le bouquin récent d'Emmanuel Todd, qui a eu beaucoup de soucis d'ailleurs, beaucoup de critiques de la part des universitaires et des milieux féministes, évidemment, évidemment, puisque. Mais il dit quand même une chose assez intéressante qui est très mal prise et pourtant qui est vraie. Et là, on est dans pas le jugement de valeur, on est vraiment dans le jugement de fait. Quand il dit que ce qu'on appelle aujourd'hui les féminicides sont en baisse constante depuis au moins 20 ans. Alors qu'on a l'impression qu'au contraire, ils sont de beaucoup plus nombreux chaque fois, quoi. Et ça, c'est difficile à entendre, mais c'est un jugement c'est pas un jugement d'ailleurs. C'est un chercheur qui sort des statistiques, comme sur la délinquance, etc., on peut en sortir, et qui montre que le nombre de féminicides est en baisse constante. Alors, ça aussi, pour les mouvements contestataires, il faut entendre ça parfois. Et ça ne pardonne en rien le Ah oui, féminicide, bien sûr. évidemment, évidemment. Mais seulement voir qu'il y a une tendance aussi qui existe et prendre le contre-pied exact en disant le masculin est forcément assassin, vous voyez. Et j'ai entendu dans une émission, il prenait le cas, enfin, toute femme ne se réveille pas le matin avec l'angoisse d'être assassinée par son compagnon ou son mari ou vous voyez, ou son amant, quoi. Ça, depuis toujours, l'homo sapiens, ça ne se joue pas comme ça. Ça se joue aussi quand même sur une relation de relative confiance, pardon, et de cheminement conjoint avec l'un et l'autre sexe, quoi. Euh, alors voilà, ça aussi, ça fait partie pour les mouvements très très activistes auprès de l'université. Parfois, c'est difficile à faire passer Ouais. vous voyez, c'est ce regard finalement scientifique absolument basique, quoi. Ben, on a des chiffres, même si on n'est pas un chercheur quantitativiste, du tout. Les chiffres nous disent aussi des choses quand même, quoi. Voilà. Et parfois, dans des milieux très activistes, c'est difficile à faire entendre. Ça passe pas, quoi. C'est normal, parce que ça prend de front une idéologie. Et dès qu'on touche au jugement de valeur, effectivement, c'est le jugement de fait contre le jugement de valeur, ça peut nous créer bien des soucis, quoi. Ouais, moi, je voulais faire un petit retour aussi. Je vous remercie, hein, c'était très intéressant, mais en même temps hyper inquiétant, même si voilà, il y a plein de feux, en fait, hein, il y a plein de. J'avais lu un tract Gallimard l'année dernière, je crois qu'il parlait des universités en danger aussi, de même que pour les hôpitaux. Enfin voilà, dans les tracts Gallimard, c'est des mines d'or aussi, je trouve. Et voilà, hein, la question du mode d'organisation aujourd'hui des institutions et du savoir en danger. Alors, c'est vrai que du coup, je ne savais pas que ça s'étendait en fait comme ça à toute l'Europe, en fait, hein, donc ce que tu disais. Et ça me fait penser à Christophe Dejour, en fait, sur les modes de résistance et comment, en fait, hein, face à ces modes d'organisation. Parce que c'est vrai que ça paraît tellement verrouillé, contrôlé et pervers. C'est-à-dire, quand on parle d'autonomie et qu'en fait, c'est tout l'inverse qui se passe, c'est quand même, on a affaire à des choses tellement énormes, qu'on voit bien aujourd'hui de partout, en fait. Hein, donc, c'est vrai que c'est la question de comment réfléchir à ça, quelles sont les marges d'autonomie et de manœuvre, en fait, hein, où est-ce qu'on va pouvoir
voilà, est-ce qu'il faut comme dit De Jour, en fait, hein, se réfléchir, on se met dans le sous-sol ou dans la cave de l'hôpital, et puis là, on se met à réfléchir en équipe et entre pairs, et là, il peut se passer quelque chose pour défendre les métiers et ce pourquoi on est là auprès du public. Enfin, voilà, je ne sais pas, mais quelles sont les voies possibles, en fait, hein, enfin, voilà, parce que c'est vrai que c'est très inquiétant et de partout, quoi. En fait, ça se resserre de partout, quoi. Ouais. Voilà, je sais pas, je me renvoie à la question, en fait, mais qu'est-ce que... Je crois qu'il y a Bon, ça va être des très longs débats et ça fait longtemps qu'on discute, mais pour ne pas rester sur une note comme ça, face à l'inquiétude, quoi faire? Je crois que ça va nous renvoyer à encore un autre concept qui est celui du pouvoir d'agir, hein, l'agency anglais. Comment les individus et les collectifs, effectivement, pris dans une grosse machine semblant impitoyable, peuvent réussir à se reconnaître déjà entre eux, se réunir, discuter et trouver des moyens d'action. Et dans la gamme des moyens d'action, lesquels mobiliser depuis, bon, alors Christian nous a donné des exemples historiques, mais encore récents, hein, où la violence est une des voies, et quelque chose dont on ne parle jamais en France dans les grands médias, mais que tu vas trouver très facilement si tu vas sur le net, c'est le sabotage. Il y a des vagues de sabotage permanentes en France, que ce soit des antennes 5G, que ce soit des voitures administratives, que ce soit des locaux, et maintenant des élus, plus récemment, et ça c'est nouveau, et c'est une forme de violence, hein, le sabotage contre le mobilier urbain depuis très longtemps. Bon, alors ça c'est vraiment les radicalisations extrêmes. Et puis à côté, tu as les groupements d'individus qui cherchent à faire émerger de nouvelles sociétés au sein de la société. Et je pense à, pour ne citer que celui-là, le mouvement des oasis inspiré par Pierre Rabhi, de communautés de personnes qui se retrouvent, qui partagent un idéal ensemble et qui vont essayer d'investir un écolieu, un vieux village qu'on refait vivre ou qu'on construit complètement. Et là, on est dans des formes beaucoup plus douces. Donc, ça nous renvoie vraiment à cette capacité. Et à côté de ça, tu as encore peut-être le dernier contre-pouvoir historique, mais en est-il encore vraiment un, qui est la voie de la syndicalisation, hein, qui est quand même quelque chose qui a tenu son rôle pendant extrêmement longtemps et on peut se demander où se trouve son rôle. Et ça, c'est encore un coup de Sarkozy qui, toujours à cette période-là, a réussi à mettre en place un dispositif européen de reconnaissance et de financement des syndicats nationaux. Et les nôtres, les 5 grandes centrales, là, on ne les entend plus parce qu'elles sont directement dépendantes de cette manne financière pour leur survie, dans la mesure où la base d'adhérents ne fait que se rétrécir. Donc, les formes sont multiples et probablement d'autres sont encore à inventer. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut y investir du temps. Et y investir du temps dans le collectif, eh ben, c'est autant de temps pris sur nous-mêmes en tant qu'individus. Et comme la tendance globale, elle est à l'individualisation et donc à la séparation, ceux qui, au sein des universités populaires, là où nous nous trouvons en ce moment, c'est une forme de lieu, de collectif, de réflexion et de chercher des actions. Alors nous, on les cherche par la manipulation de la pensée, de modèles mentaux, mais il y a 1000 autres façons également de s'y prendre. Et puis on n'est pas obligé de se cantonner à un seul, on peut être également multiniveau. Il y avait les libertés pédagogiques et académiques, il y a la résistance et la construction locale, plus large, etc. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé l'ouvrage de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Et quand il était sorti, j'étais resté sur cette fin en me disant, mais s'indigner, ok, mais ça débouche sur quoi? Et je crois qu'il en avait sorti un autre, peu de temps avant sa mort, alors je ne sais plus, mais c'était justement l'étape d'après. Après l'indignation, la construction. Le titre ne me revient pas. Donc voilà, c'est un chemin aussi, et c'est aussi un chemin de vie.
ce discours que je tiens maintenant, quand j'étais étudiant, ce n'était pas du tout celui que j'avais. Et c'est par l'échange, la construction, qu'on peut essayer de trouver, pas forcément des contre-modèles, mais peut-être d'autres modèles, justement. Bon, ben voilà, Christian, ça va être à toi de nous amener vers la fin, je crois. Non, moi, je partage vraiment ton avis, hein, et je pense qu'il y a des moments dans l'histoire. Alors, je ne sais pas si on va vers un de ces moments-là. Hein. Je n'ai pas été étudiant de Michel Maffezoli pour aller voir du côté de l'astrologie, donc je ne peux pas dire. Mais je vous dis que ça fait quand même, pour rester sur l'université à l'instant, et la question des libertés académiques, je dis que ça fait quand même 53 ans, si on prend la naissance de Paris 8 comme un élément jalon après 68, ça fait quand même 53 ans qu'il ne s'est rien passé de sérieux du côté des universités, si ce n'est la loi Pécresse dont on fait allusion depuis tout à l'heure. 53 ans, vous vous rendez compte, ça fait un demi-siècle. C'est quand même pas rien, quoi, un demi-siècle. Je me demande si avec tous ces mouvements que tu évoquais, là, il y aurait les créatifs culturels aussi autour de ça. Tu n'as pas employé le terme, mais c'est à ça que tu fais allusion aussi, implicitement. S'il ne serait pas temps de vraiment se mettre ensemble et pour réinventer, pourquoi pas, une nouvelle université, qui peut-être ne s'appellerait pas université d'ailleurs, mais qui, à côté des chaires que tu as évoquées, les chaires L'Oréal, les chaires machin chose, etc., pourrait à son tour aussi délivrer des certifications, délivrer du diplôme. Actuellement, je suis en train de retravailler sur l'autodidaxie, là. J'ai mis un bouquin là-dessus, mais je vais chercher sur le net. Je vais chercher beaucoup de choses sur le net, chose que je n'avais pas fait il y a 25 ans, quoi. Et je suis tombé sur des gens qui disaient, oui, mais il faudrait diplômer l'autodidaxie. Il faudrait diplômer les autodidactes. Alors évidemment, ils ne savent pas toujours que ça existe déjà, plus ou moins, par la VAE. Hein, mais eux, ils pensent carrément à des diplômes d'autodidactes. Et chose étonnante, j'ai trouvé qu'il existait des diplômes d'autodidactes en Chine. C'est bizarre. C'est étonnant, quoi. Il y a même des examens à l'université, des examens d'autodidactes là-bas. Alors évidemment, bon, c'est aussi au service d'une idéologie et d'un pouvoir un peu particulier, hein. Mais ça existe, donc ça existe. On pourrait éventuellement aujourd'hui s'inspirer de systèmes comme ça et de plein de petits groupes qui gravitent autour des universités, qui ont un pied dans l'université, qui ont un pied à côté, un peu comme nous au fond, hein, un peu comme nous hein, d'ailleurs, pour réinventer quelque chose. Et pourquoi pas recréer une université, carrément, une université nouvelle, surtout avec l'appui que l'on a aujourd'hui des nouvelles technologies, vous voyez, qui simplifie quand même beaucoup de choses. Ça complique d'autres choses, mais ça en simplifie aussi, hein, et pas seulement en période de pandémie, et pour des prix relativement modiques. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire un cours en ligne, ça coûte quasiment rien, on passe par Zoom, voilà, si on veut avoir cet aspect un peu dynamique là, que l'on a en ce moment. Et on pourrait très bien, il ne faut pas oublier que la loi Ferry qui rénovait les universités à la fin du IIe siècle laissait la possibilité, comme pour le scolaire, d'ouvrir des universités privées. Et ça ne s'est pas fait beaucoup d'ailleurs. Bon, il y a la Cato, il y a eu la fac Pasqua. Oui. Mais, la défense. Ouais, mais à la limite, n'importe quel groupement pourrait toujours utiliser cette loi-là, qui existe toujours, pour créer d'autres choses. Il y a 2 ans ou 3 ans, pour l'anniversaire des 50 ans, oui, je crois, de Paris 8, il y avait eu des velléités de créer un nouveau Paris 8 sur un terrain libre du côté de Sevran, je crois, quelque chose comme ça, ou Livry-Gargan, en banlieue est, quoi. Et puis c'est totalement tombé à l'eau. D'ailleurs, quand on voyait les signatures et le nombre de signatures, c'était quasiment sûr que ça tomberait à l'eau, d'ailleurs. Après, c'est une connaissance psychosociologique des choses. Mais il y avait au moins cette velléité-là, vous voyez, de réveiller un vieux mythe qui était celui de Paris 8, mais ça pourrait être un autre lieu, peu importe. Réveiller ça et reconstruire quelque chose qui serait beaucoup plus en écho avec ce que l'on est aujourd'hui en 2022, quoi. En réinventant des libertés, en réinventant d'autres libertés, peut-être en conservant certaines des anciennes, bien sûr, hein,
mais en réinventant des choses, en mobilisant peut-être même les universités populaires, certaines. Il y en a quand même 100 en France. Alors vraiment, ce n'est pas l'importance de 25 000 étudiants dans une université, on est loin de ça souvent. Mais en mobilisant tout ça, vous voyez, il y aura peut-être des choses à inventer. Puis avec des étudiants aussi qui sont mécontents de leurs études, quoi, en premier cycle. Moi, je me dis souvent qu'il y a un gisement extraordinaire de réinvention de la première année, la deuxième année d'université, où près de 50% des étudiants fichent le camp. Il y a sûrement des choses à réinventer avec eux, quoi. Et pas forcément les solutions Pécresse ou de droite, d'orienter vers l'apprentissage à l'avance pour être sûr qu'ils n'iront pas en université. Vous voyez, il y a sûrement des choses à inventer. Euh, pour ça, pour répondre à Nathalie et puis à Florent aussi, pour terminer, peut-être là, je pense que la liberté académique, c'est aussi la liberté d'inventer de nouveaux dispositifs, quoi, de nouvelles institutions. C'est ça aussi la liberté finalement, et que nous donne la loi en plus, que nous donne la loi. Après, bien sûr, oui, pardon. Oui, Philippe, dans le micro. Faut que tu mettes le micro. Faut que tu mettes le micro. Oui, ça y est, ouais. Bon. Non, 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 mais je voulais pas t'interrompre, hein, Christian. Non, c'était pour répondre à Florence. Et après, indignez-vous, c'était engagez-vous. Voilà, voilà, Ah, ouais. merci, merci. Et là, on voit bien Et en même temps, je voulais un petit peu l'action. rebondir. Et je voulais rebondir aussi par rapport à ce que tu viens de dire, parce que c'est que au niveau de la formation, comment dire, continue aujourd'hui, bon, il y a quand même il y a une explosion aujourd'hui, hein, avec justement les histoires de CPF, le fait aussi que la formation en ligne se développe, mais alors depuis le Covid, mais alors c'est plus une explosion, là, c'est c'est Hiroshima, c'est une déflagration parce que avant, par exemple, la formation professionnelle était reconnue comme telle que si elle était en présentiel, il pouvait y avoir des doses de distanciel, mais c'était pas. Fallait vraiment que ce soit principalement à plus de 80 ou 90%. Et là, aujourd'hui, c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire que c'est le grand lâcher et tout, c'est-à-dire qu'on peut faire tout à distance, en fait, hein. Alors, c'est à la fois, ça pose des défis, pardon, je pense, moi, à l'éducation populaire, parce que c'est pas trop les habitudes justement des gens qui sont dans l'éducation populaire. Le premier réflexe, c'est quand même la relation de proximité, les échanges interactifs en direct, parce que c'est vrai que c'est plus humain, c'est plus convivial aussi, hein, c'est plus chaleureux, etc. Et donc, moi, je me dis, il y aurait peut-être un chantier à ouvrir là-dessus, c'est-à-dire que comment à la fois intégrer ce développement on va dire, du distanciel, de la numérisation de la formation ou de l'accès aussi à des connaissances et aux échanges, et les valeurs de l'éducation populaire, quoi. Que ça puisse quand même se développer par ce vecteur-là également. Bien sûr, bon, il y a des solutions mixtes, hein, de mélanger à la fois de la relation individuelle, de la relation collective, à travers des formations, et puis aussi du présentiel et du distanciel, et puis de la dynamique de groupe. Parce que derrière aussi, est-ce que, moi, je trouve que ce qui est la marque aussi de l'éducation populaire, c'est la dynamique de groupe, hein, c'est le fait que les gens entre eux soient capables d'apprendre et de se reconnaître à partir du moment où bah, ils s'écoutent, quoi, hein. Ils voient bien que de l'altérité, il vient un progrès de leur propre intériorité, en fait, hein. Pour moi, c'est très important. Et je pense que ça peut se faire aussi avec des relations distanciées, en fait. Et puis, le truc avec le distanciel qui me paraît important, c'est qu'on peut faire des choses avec des gens qui sont très loin, dans des pays où on n'ira peut-être jamais, mais qui peuvent nous parler de leurs pratiques, de leur façon justement d'exercer leur pouvoir d'agir dans des contextes très différents,
mais en même temps qui nous enseignent ici pour développer, qui peuvent nous donner du souffle, hein, parce que c'est vrai, c'est toujours la différence qui nous permet d'avancer, en fait. Hein, c'est pas le... Et donc, moi, pour revenir à la liberté comment dire, académique, je pense qu'il y a il y a un devoir de pluralisme, quoi. C'est-à-dire que, comment dire, moi, ce qui me choque, c'est qu'effectivement, hein, aussi bien chez les étudiants qui sont brutaux et qui vont interrompre les profs en leur disant tu n'as pas le droit de dire ça, comment c'est un scandale, etc. Et puis aussi bien chez certains profs qui disent ben, la science c'est comme ça et ce que je dis, vous ne pouvez pas penser autre chose. Pour moi, c'est aussi choquant. C'est qu'en fait, on apprenne, enfin, il me semble que ça devrait être inscrit dans la Constitution, je ne sais pas si ça ne l'est pas d'ailleurs, mais qu'il y a un devoir de pluralisme dans l'accès aux connaissances. Parce que la connaissance, justement, l'esprit critique, tout ça, ça ne peut pas se faire si on dit qu'il y a une seule façon d'apprendre, que si, en fait, la connaissance, elle ne peut se donner que par justement les organismes officiels de l'État qui ont raison, etc., ou des écoles prestigieuses, privées, parce qu'elles font leurs preuves dans le sens où elles placent leurs membres dans l'élite mondialisée, etc. Donc, moi, je pense que vraiment, ça serait le contrepoids, justement, à ce qu'on assiste, c'est-à-dire des entre-soi qui s'entrechoquent, c'est la culture vraiment du clash, quoi. C'est-à-dire, voilà, il faut ne pas être d'accord, surtout. Hein, ce qui compte, et pas rechercher le fait de chercher des consensus, ben, pour moi, c'est pas honteux. C'est au contraire trouver ensemble des solutions par rapport à des problèmes qui nous sont communs. Parce qu'il y a quand même une interprétation du consensus qui est de considérer que en fait, c'est pas bien parce qu'on va vers c'est le consensus mou, quoi. Donc, ça serait pas bien, quoi. Mais non, mais le consensus, c'est pas ça. C'est pas un savoir a priori. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, c'est accepter qu'on aille vers des connaissances et des solutions qu'on ne connaît pas encore et que parce que chacun, on décide de délibérer, eh bien, on arrive à trouver des choses inédites, en fait, qui vont peut-être permettre qu'on avance. Mais ça, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on l'a eu déjà quelque part, mais en tout cas, moi, quand j'ai été formé à l'école, j'avais cette idée-là, mais venue pas par hasard. Je pense qu'on avait quand même un système qui insufflait cette idée que c'était bien la parole, c'était bien le débat, mais le débat dans le respect des autres, etc., et puis de la différence, quoi. Voilà, c'est tout ce que m'inspirent vos échanges, parce que je trouvais très intéressant, même si on n'était pas nombreux. Voilà. Mais de grande qualité, comme on dit dans ces cas-là. Voilà. Je ne sais pas, je vois l'heure qui tourne, il est 50. Merci, hein, Philippe, hein, bien sûr, hein, merci. En deux mots, moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais je ne vais pas répondre à tout, ce n'est pas possible, mais la première détente, quand tu parlais de l'enseignement en ligne, là, qui explose actuellement, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'étudiants qui signent alors, je ne parle pas de la pandémie, hein, la période de pandémie, c'était tout à fait singulier. Hein. D'ailleurs, il faut remarquer que pendant la pandémie, quand on dit, par exemple, il faut transformer complètement l'école, il faut transformer tout le système éducatif, on dit, mais vous êtes fous, c'est impossible. Hein. Et là, on a vu, d'un seul coup, pendant la pandémie, tout a été fermé. Les écoles étaient fermées, les grandes écoles étaient fermées, les universités étaient fermées, et tout a continué quand même, par le biais de... Heureusement d'ailleurs qu'il y avait Zoom et autres systèmes pour pouvoir continuer. Mais on a bien vu, là au moins pendant 2 mois, qu'il était possible de transformer de fond en comble un système. Ben oui, il n'y avait plus de potentiel. Et d'un seul coup, on l'a fait. Et on nous aurait dit 6 mois avant, vous allez voir, au mois de mars prochain, il n'y aura plus une école, il n'y aura plus une université ouverte. Et pourtant, ça continuera. Donc, personne ne l'aurait cru. Alors évidemment, ça a continué qu'à un cas, hein, personne n'était préparé à ça. Et pourtant, ça a bien eu lieu.
Ça a bien eu lieu. Alors, bon, ça c'était juste une aparté, mais auparavant, je me rappelle avec René, quand on a commencé à instituer, avec du mal d'ailleurs, un enseignement en ligne à Paris 8, quand on faisait des sondages auprès des étudiants, qui étaient cette fois une centaine, 100, 150, qui d'entre vous serait venu faire des études à Paris 8 s'il n'y avait pas eu l'enseignement en ligne? Eh bien, sur 10 étudiants, il y en avait un seul qui levait la main. Ça veut dire que 80% ou 90% des étudiants qui étaient dans ces cours ne seraient pas venus pour des raisons très diverses. Ils ne seraient pas venus à l'université du tout. Vous voyez? Alors bon, il y avait ceux qui ne pouvaient pas parce que les conditions de travail ne le permettaient pas, ceux qui étaient trop malades, ceux qui habitaient trop loin, ceux qui, voilà, plein de raisons, quoi. Donc, il faut tenir compte de ça. C'est très important. Hein. Puis ensuite, bon, il faudrait effectivement imaginer des systèmes hybrides, un hybride où il n'y aurait pas du distanciel. Bien sûr, il faut ce que tu évoquais au niveau de la dynamique des groupes, de la proximité immédiate avec autrui, qui est extrêmement importante. Et là, il s'agirait de construire quelque chose, d'imaginer des dispositifs qui permettraient de garder cette dimension de proximité avec autrui, hein, bien sûr. C'est très possible. Tout à fait possible. Hein. Et beaucoup plus vite qu'on pourrait le penser. Beaucoup plus vite qu'on pourrait le penser. Voilà. Écoutez, les amis, il est 21h01. Pas de liberté sans aller se coucher ensuite. Ouais, la liberté d'aller dormir. Ouais. Bien, merci quand même hein, à tout le monde d'être venu. Je suis un peu désolé qu'on n'ait pas été plus nombreux, mais bon, c'est ainsi. Alors, la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera au mois de mai. Hein, on verra à nouveau en ligne ou pas. On verra où on en sera à ce moment-là. Oui. On verra. Le combien de mai exactement tu as noté? Ah, la date, alors je peux te la retrouver, oui, si tu me laisses. C'est un mercredi. Hein. Ouais, c'est un mercredi à nouveau, hein, bien sûr. Hein. C'est le 18, mercredi 18 mai. Oui, exactement, c'est le 18 mai. D'accord. On peut déjà noter le 18 mai. Le mois de mai. En tout cas. Et voilà. Comme à chaque fois, on s'inspire un peu de l'actualité pour les thématiques, si parmi certains d'entre nous, vous aviez envie qu'on traite d'une thématique particulière, on peut aussi se contacter d'ici là. Je ne vous promets pas qu'avec Christian, on dira forcément oui, parce que il y a tout un tas de paramètres, mais évidemment, on peut aussi co-construire le contenu du programme ensemble. Hein. Enfin, je parle en ton nom, Christian, mais je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Évidemment, bien sûr. Bon, eh ben, un grand merci à tous. Merci. À très bientôt, du coup. À bientôt. Bonne soirée. D'accord. Et tu m'envoies le lien, Florent. Je t'envoie.